Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. Surtout que tu te fais très rare en interview, je crois. Oui, voilà. Alors, c'est parce que j'ai pas de réseau, mais tu vas résoudre ça. Ouais. Tu vas résoudre ça. Avec plaisir. Donc en tout cas, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Oh là là, ça s'est fait par hasard. Ah oui? Enfin, c'est une erreur. Ah, ok. Oui, Belle erreur. Ouais, c'est une erreur. Quand j'avais une dizaine d'années, alors ma mère avait fait du théâtre amateur assez sérieusement. Elle avait une troupe qui écumait un petit peu la banlieue est. Ça, dans les années 50. Hein. Okay. Mais bon, moi, le théâtre pour moi c'était rien. J'avais vu le Bourgeois gentilhomme en tournée, je crois, au Rincy, là où j'habitais. Je l'avais vu avec la Comédie Française en tournée. Ça ne m'avait pas plus impressionné que ça. Je crois qu'une fois j'ai dû aller à la Comédie Française aussi voir l'Avare. Avec Michel Aumont, mais j'étais gamin, j'avais 12 ans, 10-12 ans. Mais par contre, dans cette période-là, je n'allais pas très bien, mes parents se séparaient, donc voilà, on s'est mis en tête qu'il fallait absolument que j'aille voir un psy, donc on m'a traîné un mercredi après-midi à Paris, je ne savais pas trop pourquoi. Je suis tombé sur un monsieur qui m'a dit bon alors, est-ce que tu as des passions, qu'est-ce que tu veux faire? Et pour m'en débarrasser, je lui ai dit que je voulais faire du théâtre, et que je voulais être comédien, et que je voulais faire du théâtre, que j'adorais ça, que... Ce qui était ni vrai ni faux. Ouais, ni vrai ni faux. J'aimais bien le théâtre ce soir, mais voilà, c'était ni vrai ni faux. Et je sors de là, et ce monsieur dit à ma mère, il faut absolument l'inscrire dans un... C'est très important pour lui, il faut absolument l'inscrire. Il faut absolument vous trouver un cours là dans votre banlieue, vous l'inscrivez, ça va le faire. Et bien ça l'a fait. Voilà. Et donc assez rapidement, ça m'a plu, suffisamment pour que je saute un peu des échelons et que je passe assez rapidement sur les grands ados, et puis même carrément quand j'étais ado dans le cours d'adulte. Et puis je me suis dit, il faut que... donc j'avais 15 ans, 15 ans. Et je me suis dit, il faut que je prenne des cours, sérieusement, il faut que je prenne des cours d'art drap à Paris. Et donc j'ai pris des cours d'art drap à Paris. Et puis alors assez vite, coup de bol, un copain téléphone à la SFP à l'époque, on pouvait, rue des Alouettes, au but de Chaumont, on pouvait à peu près rentrer et sortir comme on voulait. Et il y avait tout un plateau, enfin il y avait un couloir où il y avait des réalisateurs qui préparaient des trucs. Donc lui il téléphone et ils lui disent non, on a besoin de personne. Ah si, il nous faudrait un très jeune comédien, il nous manque un très jeune comédien. Ah il dit j'en ai un près de moi. Ah bon, alors s'il peut, il vient cet après-midi. Je viens, je lis un bout du truc et je décroche 15 jours de tournage. Génial. Et voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et dans le même temps, ce même copain me dit, tu sais, je fais de la figuration à la Comédie Française, viens, ils vont monter Cyrano l'année prochaine, tu pourrais faire un page, je vais te présenter au mec qui s'occupe de la figuration au Français, pof, j'arrive, il me prend. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent Ropion. Ok. Qui est un peu plus jeune que moi, mais voilà, lui il venait avec sa mère parce qu'il avait 14 ans et moi j'avais 16 ans. Et donc la première scène sur laquelle j'ai joué, c'est pas la Comédie Française, c'est le Palais des Congrès. Après tous les théâtres m'ont paru un peu petits. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, c'était le Palais des Congrès. Et après, Zeffirelli monte Lorenzaccio avec Francis Huster, enfin au départ avec Claude Rich puis après avec Huster. Et ils s'excitent tous en disant ouais on va être là, on va... Moi je dis non, attendez, j'ai fait les petits rôles une fois, je vais pas faire de la figuration toute ma vie, j'ai compris ce que c'était. Et il y a un régisseur qui me rattrape par la peau des fesses et qui me dit il y a une audition, tu la passes, il y a un petit truc à la fin, un rôle, un vrai rôle, tu vas le faire. Je le fais, je décroche le truc. Et tout est un peu parti de là vraiment, parce qu'à partir de là, ça a duré pendant 2 ans et demi, avec des reprises assez fréquentes. Et j'étais à la Comédie Française 10 fois par semaine. Ah ouais. Donc après, ça s'est plus arrêté, quoi. C'est-à-dire que ce qui était et je continue à prendre des cours, mais ce qui était assez superbe, c'est que d'abord, je les écoutais jouer. Je les écoutais, je les entendais. Comme entre la matinée et la soirée, il y avait un temps fou. Une fois que j'avais fait un cinoche dans Paris, je m'emmerdais, donc je revenais à la Comédie Française, j'allais dans la salle de répétition, je les regardais répéter, je les regardais travailler, je comprenais pas grand-chose. J'étais pas... j'avais pas une science infuse, voilà, j'avais rien compris à Lorenzaccio par exemple. Bon. Mais en fait, ça m'a formé l'oreille et ça m'a formé, ça m'a fait une culture classique infernale.
je me suis retrouvé à être assis quelques jours à côté de Beckett parce qu'il répétait En attendant Godot et qu'il y avait un type qui bouffait des raisins secs et je ne savais pas que c'était Beckett, moi. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, en fait, j'ai un peu brûlé toutes les étapes parce que, évidemment, je gagnais de l'argent aux Français, j'en gagnais beaucoup à l'époque. Ouais. On était à mon niveau très bien payé. Et donc, tout cet argent m'a servi après, entre mes 18 ans et mes 21 ans en gros, pour finaliser ma formation, pour ne pas avoir besoin de bosser, pour avoir pu prendre un appart à Paris. Et à partir de mes 20 ans, 21 ans, j'ai bossé dans les centres dramatiques nationaux, j'ai fait... voilà. Et le doublage, c'est venu un peu après. Un peu après. Ouais. Par quel biais, du coup? Et ben en fait, par le biais surtout de Patrick Poivet et Denis Boileau, parce que je jouais beaucoup au théâtre avec le frère de Denis Boileau, qui est toujours comédien d'ailleurs, un garçon qui s'appelle Rémi Gibier. Et alors Denis Boileau, je le connaissais. La première fois que je rencontre Denis qui me dit je fais du doublage, moi je fais beaucoup de Et je me souviens très bien leur avoir dit mais attendez. Plaisanter, je ne vais pas faire votre truc de doublage, vous n'êtes pas des acteurs carrément, vous n'êtes pas des acteurs. Ouais. Voilà. Et donc, mais viens nous voir travailler. Et Poivet m'emmène chez Studio Lincoln à l'époque, un matin, et il me présente en me disant oui voilà, c'est un jeune garçon qui joue au théâtre, il est plutôt pas mal, bon, mais alors il pense qu'on est tous des ringards et que le doublage c'est de la merde. Voilà mon introduction. Ok, ça donne la couleur. Je ne savais pas qui était le DA, aucune idée. Et monsieur, asseyez-vous dans un coin. Et voilà, j'étais très poli. Au bout de 2 heures, je suis ressorti en disant bon, bah oui, effectivement, pardon, je me suis trompé. Et puis j'ai oublié de ça. Et puis à un moment, Denis Boileau a eu un dessin animé chez Start. Et il m'a calé dessus. Voilà, c'était Masque. Il y avait Emmanuel Jacomi qui démarrait aussi à l'époque. Et puis voilà. Okay. Et après, c'est un peu. Il y a des moments où j'en ai plus fait. C'était très chaotique. Okay. C'était pas la voie royale du tout. Depuis, tu as doublé un certain nombre d'acteurs donc dans des rôles très différents. Les fans des experts connaissent ta voix pour être celle d'Eric, interprétée par l'acteur Adam Rodriguez. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur cette série? Est-ce que tu avais passé des essais? Ah ouais, j'ai passé des essais. Je suis même revenu d'Avignon. Je jouais pas, mais j'étais en vacances au festival et Dunoyer m'appelle et je travaillais jamais avec Dunoyer. François Dunoyer, je travaillais une fois avec lui. Il m'appelle et pour ce rôle. Et je remonte. Voilà. Et puis alors au début, j'étais très étonné de l'avoir parce que pour moi c'était pas du tout dans ma... Et puis au début, il faut dire que ce perso était... il faisait 15 lignes par épisode, il était là... Puis il s'est développé petit à petit. Je suis relié au système de géolocalisation de l'ATF. L'émetteur est actif? Oui. Le calibre 22 est à Miami, ce qui veut dire que le tueur à gages aussi. Où ça? Attends, laisse-moi une seconde. Au 29 rue Kathleen. En fait, je le quitte pas, lui. Oui, souvent tu l'as beaucoup redoublé derrière. Hein. Oui, j'ai pratiquement tout le temps fait. Ouais, plusieurs films, plusieurs séries, tu as fait Jane de Virgin, Ugly Betty ou encore le film Magic Mike. Ouais. C'est toujours un plaisir pour toi de le retrouver, j'imagine. Oui, alors c'est un acteur, c'est pas le même plaisir que l'autre dont on parlera sans doute. Ouais, bien sûr. C'est pas le même plaisir. Ouais. C'est un acteur plutôt, il est assez basique. Ouais. Et puis il est sur des trucs très basiques quand même. Il a un peu d'humour, il a un petit côté genre idéal dans certains téléfilms ou des trucs comme ça. Mais enfin, c'est pas... Ouais, c'est pas... Voilà. Ce qui était agréable dans Les Experts, c'est qu'au bout d'un moment, on était dans des chaussons. Oui, c'est ça. Et que ça permettait d'avoir, entre guillemets, toute proportion gardée, une certaine finesse dans dans les rapports qu'il avait avec les autres, une simplicité. Écoutez, ça ne réglera pas votre problème, mais cela dit, ça pourrait le compenser un peu, enfin je crois. En fait, il s'agit d'un concours de nouvelles avec une très belle somme à gagner. J'ai des tonnes de nouvelles. Dans l'un des genres littéraires suivants, soit la fiction historique, le roman à suspense ou la science-fiction. Je peux écrire une nouvelle. De toute façon, c'est un peu ça aussi le doublage, hein. C'est un peu une école de la simplicité. On va parler tout de suite de l'autre. Hein. Oui. Dans la série succès Breaking Bad, tu doubles du coup l'iconique avocat véreux Saul Goodman, interprété par Bob Odenkirk. Ça, c'est un super cadeau, doubler un personnage comme ça. Ça, c'est un super cadeau. Et c'est un cadeau formidable de Guillaume Orsat. Et c'est une formidable idée de Guillaume Orsat. Il n'y a pas eu d'essai. Hein. Ouais. C'est-à-dire, il a dit, je crois que celui-là, il est fait pour Cyril. Il est pour Cyril. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous parlez à mon client en dehors de ma présence? Sale petite fouine.
Hein? C'est qui est là? Quoi? À l'académie vous enrôle à la maternelle? Parce que vous êtes plus jeune chaque fois. Qu'est-ce que tu as dit à bébé flic, hein? Tu ne lui as rien dit de stupide. Et par stupide, je veux dire, tu ne lui as rien dit du tout. Vas-y, reste bouche bée. Et Je pense qu'il ne s'est pas trompé hein, et que tout le monde est d'accord. non, oui, enfin, c'est vraiment, enfin, j'ai pas sa voix, mais c'est une vraie rencontre. C'est-à-dire que j'ai aucun problème avec lui. Et puis tu colles parfaitement. On a les mêmes ruptures, on a la même. Il a été très sympa. Bon, c'était un peu du show, mais il a été très sympa dans un festival. On lui a montré une VF. Ok. Et il a dit mais qui c'est? Mais il a compris toute la scène. Je veux la retourner. Ah, il a fait un numéro. Il a fait un numéro incroyable. Mais c'est vrai que, enfin, c'est-à-dire qu'il est surprenant, mais moi il me surprend pas. C'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres interviews. Ouais. Il me surprend pas parce qu'il est. J'ai l'impression qu'il y a une communauté de pensée ou de manière de se positionner par rapport aux choses. Okay. Avec une petite humour décalé, une petite nostalgie, pas mal de tristesse, un peu d'amertume. Cette sauce-là prend bien. Son beau-frère au stupéfiant? Foutu! Vous faisiez ça sous son nez? Il pourra s'estimer heureux si on l'envoie pincer des sniffeurs de colle chez Passe-Temps et Création. Les gosses? J'imagine les titres des talk-shows. Mon papa deal de la drogue et ma maman l'a dénoncé. Mais le personnage, il est incroyable. Le personnage est incroyable. Oui, le personnage est incroyable. D'ailleurs, tu l'as retrouvé dans la suite, dans son propre spin-off, Better Call Saul. Du coup, ça t'a fait quoi de le retrouver, du coup, et cette fois-ci dans le personnage principal de la série? C'était assez étonnant de le retrouver. Et assez rapidement, d'ailleurs, Better Call Saul était une série beaucoup plus... il y avait beaucoup moins d'esbrouf. Ouais. Que dans Breaking Bad. Ouais. Dans Breaking Bad, il avait un côté histrion infernal, conduit dans des situations impossibles, où ça dérapait, où c'était... Et là, en fait, surtout, Breaking Bad, il y a une lenteur dans Better Call Saul, il y a une lenteur dans Better Call Saul qu'il n'y a pas du tout dans Breaking Bad. Ils ont appelé le FBI sur cette affaire, ce qui l'a fait passer au niveau fédéral. C'est une mauvaise nouvelle, Nacho, c'est très mauvais pour vous. Mais si vous me dites où est la famille, si nous démontrons dès à présent une pleine coopération et de profonds remords, j'ai toutes les chances de pouvoir vous obtenir la condamnation minimum. Dans Better Call Saul, il y a des plans incroyables où on a le temps de le voir faire 50 mètres à pied, entrer dans la baraque, la porte se referme et on reste encore 10 ou 20 secondes sur... Et puis un vélo qui passe, et puis un autre vélo repasse, et puis là on le voit ressortir. On ne voit jamais ça dans une série française. Ouais. Non, c'était très très différent, et il a mis un certain nombre d'épisodes de Better Call Saul avant de retrouver un peu de ce côté baroque qu'il a. Ouais. Ça ne vous dit rien? Simon, le cucu à la crème, l'empereur de la tarte hollandaise sur son trône, ça ne vous rappelle vraiment rien de rien? Non, rien. Bon alors, c'est quoi le squat C'est s'accroupir sur un gâteau par plaisir. Un gâteau à la crème, de préférence. Et le type se trémousse dessus. Dans la série phare de Netflix, Outer Banks, la voix française de Charles Esten dans le rôle de Ward Cameron, chercheur d'or prêt à tout. Est-ce que tu t'es amusé à doubler ce personnage? Ah oui, mais c'est étonnant, mais ça c'est un... Je ne sais pas pourquoi Stéphane Bazin m'appelle pour faire ça. Ouais. Et en plus, on l'a calé dans des moments où tu avais la chance d'être un peu surbooké. Ouais. Donc on enregistrait ça le soir, un peu tardivement. C'est un personnage atroce. Ah oui, atroce. Hein. C'est un personnage atroce, d'un égoïsme, d'un égocentrisme et d'une noirceur totale. Et j'aime bien parce que c'est vrai que le plus souvent, on me donne des personnages de comédie ou en rupture ou des personnages un peu... J'en sors ce matin sur un guest dans une nouvelle série dont je ne peux pas dire le nom, mais voilà, où c'est toujours des mecs qui sont en décalage avec 3 ruptures par phrase. Là, le mec était d'une... Ah ouais. Je sais pas, il avait pas forcément une voix de référence ou Stéphane n'avait pas envie, je sais pas, mais jamais je me serais distribué là-dessus. Ouais. Bon, t'en es pas bon juge, mais voilà, c'est intéressant. Sarah,
Je voulais qu'on se fasse une partie de pêche tous les deux, tu nous avais en parlé, non? J'ai fait ça parce qu'un ado a besoin d'une figure paternelle. Au début, tout se passait très bien, et tout d'un coup, il s'est mis à boire et à raconter n'importe quoi. Il a commencé à m'accuser de choses absurdes. Plus j'essayais de le calmer, plus il s'énervait. Dans la série The Shield, tu doublais Jack Ernst dans le rôle de Dutch. Est-ce que tu aimes doubler les séries policières comme celui-là ou comme Les Experts, par exemple? J'avais dit à José Luccioli, merci, c'est mon entrée dans la cour des grands, parce que c'était une époque où je faisais pas... j'avais fait comme grosse série, j'avais fait La Vie à 5. Ouais. Et puis j'étais sur Matthew Fox, que j'ai perdu après sur Lost. Ouais. Où j'ai fait avec Matthew Fox, j'ai fait La Vie à 5, et après j'ai fait Haunted, qui était une petite série. Okay. Et j'ai pas fait Les Experts. Et Lost, tu veux dire? J'ai pas fait Lost. Choix de DA, volonté, enfin... C'était compliqué parce que Lost en fait était sur TF1 je crois, ouais. Et que les deux autres séries que j'avais faites elles étaient sur M6 et qu'ils voulaient pas avoir. Okay. Bon. Et puis sans doute aussi, enfin c'était un peu douloureux de le perdre parce que c'était le premier que je suivais longtemps, ouais. Et je l'aimais bien et puis voilà. Et Luccioli m'appelle pour des essais sur Dutch, mais c'est pareil, c'est aussi des personnages. C'est pareil, lui, c'est pas un loser optimiste, c'est un loser pessimiste. Mais c'est pareil, c'est atroce. C'est un mec paumé, le mec qui baisse pas, le mec qui a la ramasse tout le temps, qui a toujours ses costumes incroyables. Mais et la série, c'était une série terrible. Et puis il y avait un beau casting. Ouais, beau casting, ça a été une grosse série. Oui, c'est une grosse série, il y avait un casting assez impressionnant, moi j'étais dans mes petits souliers quoi. Et maintenant, parlons de votre arrivée à Los Angeles. Pourquoi? Nous avons plusieurs affaires non classées dont j'aimerais vous parler. J'avais rien fait avant. Les agresseurs en série commencent avant 39 ans. C'est dans les livres. Vous n'avez dit la vérité que sur les crimes qui vous étaient déjà attribués. Une autre série superbe tant par l'intrigue que par la beauté des images, c'est la série Why Women Kill, dans laquelle tu doubles un des personnages principaux, Rob Stanton, interprété par Sam Jagger. Est-ce que tu avais passé des essais pour ce rôle? Oui, j'ai passé des essais parce que Sam Jagger, en fait, il n'est pas excessivement référencé. Ouais. Je me suis retrouvé sur une autre série avec Nathalie Régnier, dans lequel il était, mais je le doublais pas. Okay. J'en doublais un autre. Okay. Tout d'un coup, au cours d'un truc, je fais « Ah ben !» Et elle me dit « Ah ben je t'aurais jamais mis dessus. Okay. » Ouais, c'est ça. Mais... ouais, et je crois, c'est là où, si tu veux, tout ce que j'ai attrapé d'oreilles à la Comédie Française me sert beaucoup, c'est sur tous ces personnages d'époque, entre guillemets. Ouais. Tous les gens qui ont des phrasés un peu classiques, je les attrape plus. Maintenant, je commence à comprendre ce que ça veut dire d'être un peu plus trash. Franchement, je ne remarque jamais ce genre de choses. Pourquoi? Parce que quand je te regarde, je ne vois ni ta coiffure ni ta tenue, je ne vois que toi. La fille que j'ai épousée. C'est tout ce que tu vois? Oui, je n'attends pas de toi que tu sois chic ou élégante, tu es ma femme. J'ai seulement besoin de ma bonne vieille Bess. Je disais ce matin à Ethel Oubier, je disais, le secret pour parler vite, c'est pas de parler vite, le secret pour parler vite, c'est d'avoir des consonnes fortes. Si tu as des consonnes fortes, tu peux parler vite et rester compréhensible. Ok. Et si t'as pas de consonne forte, parce que ce matin elle me disait « Ah mais je comprends pas, tu te plantes sur des trucs comme ça ». Je lui dis « Oui mais il n'y a pas de consonne, il y a des allitérations, il n'y a que des voyelles, je me plante parce qu'il n'y a pas de consonne. Donnez-moi une consonne que je me raccroche et que j'aille de branche en branche ». Voilà, c'est... Mais c'était une très belle série, c'était très noir, c'était atroce. Ouais. C'était atroce. Surtout lui, ce qu'il avait fait était atroce. Bah oui. Et il y a eu 2 saisons d'ailleurs, mais c'était normal mais après, ouais, c'est plus parce qu'en fait, on suivait le truc, c'était le même couple dans la même maison. C'est ça. Moi, on était le couple avec des années 60. Ouais. Avec Marie-Eugénie. Avec Marie-Eugénie. Il y avait un couple années 70 et il y avait un couple années 90. C'est ça. Il y avait Lucy Liu, je crois, dans l'autre. Il y avait... Ouais. Mais je sais plus qui c'était les autres, mais la série était plutôt bien faite. Ah, très bien faite. C'est HBO, je crois. C'est ça, et puis je crois que c'était c'était pas Marc Chéry, créateur de Desperate Housewives, etc. Ouais, c'est ça. Il me semble, hein, donc... Mais il faut savoir être réaliste. C'est dur de se faire un nom dans ce milieu. Bien sûr. Quand je l'ai connue, Bessane voulait aussi être dans le show business. Dieu merci, elle a retrouvé la raison. Et abandonné cette idée. Je sais pas, j'ai peut-être plus de talent qu'elle.
Oh, elle était très douée. Son rêve, c'était de jouer du piano. Ça sentait le truc, c'était léché, c'était Ouais. super bien. Ouais. Et c'était bien écrit Ouais. en français. Ouais, aussi. Voilà, parce que ça c'est quand même c'est la base, hein, je veux Bah, dire. ouais. On est quand même mieux quand c'est bien écrit. Les fans de Charmed comme moi Ouais. se souviennent de ta voix sur l'inspecteur Murphy dans la dernière saison de la série. Oh la Est-ce que vache. toi tu t'en souviens? Oh non, je m'en souviens à peine. Ah. Ah mais à peine. Je ne veux pas votre peau ou la leur. Je veux qu'on coopère. J'ai besoin de votre aide. Ces derniers mois, il y a eu de plus en plus de morts inexpliquées en ville et je crois que vous et vos cousines savez parfaitement qui ou quoi en est responsable. Votre quoi, c'est un animal? Non, et vous le savez très bien. À peine. C'est vrai. Est-ce que tu aimes les univers fantastiques? Oui, mais enfin j'ai pas de. Les gros univers fantastiques, Heroic Fantasy, tout ça, c'est un peu plus compliqué pour moi. C'est Ouais. moi ma tasse de thé. Moi j'aime bien les trucs d'époque, j'aime bien les trucs un peu décalés. Tu vois, j'aurais cette série sur les mecs de la pub, comment ça s'appelait tu vois, ce genre de trucs, j'adore. Enfin, tu vois, tout ce qui est en chapeau mou et Plutôt les trucs d'époque. ouais, j'aime bien. De toute façon, j'ai plus l'âge de faire des séries de Jones. Donc je fais les grands-pères. Ok. Et puis, bien sûr, dans Les Feux de l'amour, Les feux de la tu as quand même doublé durant des années le personnage de Neil Winters. complètement casté au physique, un grand black musclé, Bah oui, c'était tout à fait évidemment, bah, c'était logique. C'était logique. Comment se passait le doublage sur Les Feux de l'amour? Bah, il y a eu des cycles en fait. Déjà, je me suis retrouvé sur les feux de l'amour parce que je pense qu'à l'époque, personne ne voulait faire les feux de l'amour. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que je me suis retrouvé parce qu'il fallait faire un casting. Donc ils font des essais. Ce personnage en fait avait été laissé en jachère après la grève. Ok. Il y avait un comédien qui l'avait un peu doublé puis qui avait abandonné. Ça le faisait chier de venir. Oh pardon, j'étais con. Ça l'ennuyait prodigieusement de venir enregistrer une fois par semaine à dubbing. C'était une époque où dubbing, c'est vrai, avait joué un peu sur les délais de paiement d'une façon un peu catastrophique. C'était pas du tout comme maintenant. Donc lui, il venait de province, il avançait ses billets de train, ses machins pour faire. Non, il a lâché le truc. Donc ils avaient laissé en jachère. Je sais pas combien d'épisodes, mais. Ok, donc t'étais pas ou lui n'était pas doublé. Lui n'était pas doublé. Ok. Il fallait les livrer quand même. Bah Donc oui, ils oui. font un casting un peu à l'arrache. Et contre toute attente, je suis choisi. Et j'enregistre dans l'été avec Arlette Thomas la plupart des épisodes qui n'avaient pas été faits. Et puis la rentrée arrive, et puis on continue à enregistrer. Puis au bout d'un moment, dubbing m'appelle, il me dit Cyril, on a un problème. A priori, il y a eu un mélange dans les essais. Ça n'était pas toi qui étais choisi. Donc pour toi, l'aventure des feux s'arrête là. Voilà, on est désolé. On va essayer de voir pourquoi ça s'est produit. Alors, je pense qu'il y avait... ça devait recoûter assez cher de refaire tout. Finalement, ça se passait pas trop mal. Et Arlette Thomas, je dois dire, je le dois beaucoup, parce que Arlette, c'était pas quelqu'un avec lequel je m'entendais forcément très très bien, on avait des divergences de point de vue sur pas mal de choses, et elle a été assez extraordinaire. Parce qu'au départ, elle a dit, on va l'enregistrer en track jusqu'à ce que... Alors j'étais là avec les autres, mais j'enregistrais tout seul, jusqu'à ce que vous décidiez. Puis un jour, elle en a carrément eu marre, elle a dit, j'en ai marre, t'enregistres, c'est bon, ça fait des mois que ça se passe. Voilà, je lui dois énormément. D'accord. Alors, les feux, je disais qu'il y avait des périodes, parce que les feux de l'amour, il y a eu toute une période où c'était dirigé par des DA comédiens, c'est-à-dire Marc de Giorgi, Arlette Thomas, je vais en oublier bien évidemment. Il y a même eu une période où je ne faisais plus que les feux. Ils s'enregistraient 3 jours par semaine. Okay. Je faisais plus que ça. Alors, les feux, c'est pas très formateur. C'est-à-dire que c'est le meilleur endroit pour attraper tous les tics de doublage possibles et inimaginables. Parce que les textes ne sont pas formidables, parce qu'il faut aller vite. Non pas parce que les acteurs américains sont pas bons, ça c'est faux. Je pense que, vu ce qu'ils ont à faire dans le temps imparti pour le faire, ils le font assez formidablement bien. Alors évidemment, il y a des situations, voilà, on peut sauter 50 épisodes, on n'aura pas beaucoup évolué.
Mais c'est, je l'ai quand même suivi pendant 21 ou 22 ans. Ouais. C'est une tranche de vie. Hein. Ouais. Enfin, à dire, voilà. Et quand il est mort, puisque l'acteur est mort, ça me fait quelque chose de l'abandonner. Ouais. Voilà. Alors, ça donnait des choses rocambolesques. Quand les acteurs des Feux de l'amour sont venus à Paris, lui, il n'est pas venu à Paris, mais quand je leur ai dit qui je doublais, ils étaient pliés en deux de rire. C'est vrai. Ah bah oui, ils ont fait des photos en disant mais il va pas nous croire. Mais qui vous faites Neil Winters. What? Who? Are you sure? si, je fais Neil Winters. Enfin, ça a dû... Voilà. Mais c'était... En même temps, je parlais tout à l'heure de simplicité, ça... C'est un style, enfin c'est... Oui, je suis très sensible à la notion de style. C'est-à-dire que les Feux de l'amour, c'est un style, c'est un truc à part. Ouais, c'est un truc à part. Ça parle pas juste, ça parle pas vrai, c'est pas vrai. Mais en même temps, c'est aussi plus vrai que vrai. Ouais. C'est... Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Cyril. Mais merci. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur une toute petite partie de ta carrière dans le doublage parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Oui, on n'a pas parlé de l'ADA, on n'a pas parlé de tout ça. On n'a pas parlé de tout ça. Est-ce que tu veux nous parler de l'ADA, de ce que tu diriges en ce moment, des dernières choses que tu as dirigées? Je peux pas Enfin, les dernières choses que tu as dirigées, pardon, et qui sont sorties évidemment. Oui, il y a eu Last Kingdom, des gros trucs importants. Ouais. C'était quand même Last Kingdom, c'était assez passionnant. C'était une fiction qui est sur Netflix maintenant, mais c'est sur l'Angleterre en l'an 800 et la réunion de tous les royaumes d'Angleterre à cette époque-là. Il y a eu Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Ouais, voilà. Bien sûr. Et puis il y a eu, suite à Brooklyn Nine-Nine, même si ça n'avait aucun rapport, il y a eu What We Do in the Shadows, Ok. qui est une série complètement folle dingue sur un groupe de vampires abracadabrantesques qui est totalement à côté de la plaque. Série très très drôle, féroce, très très drôle. Voilà, les dernières choses. Il y a eu Murdoch pendant 19 ans, j'ai fait Murdoch. Ça c'était voilà, c'était la série phare de France Télévisions le dimanche soir. Après on est passé à autre chose. France Télévisions a cessé de le programmer parce que ça s'essoufflait un peu. Mais c'était une très belle rencontre avec Jean-Philippe Puy-Martin pendant toutes ces années. Dominique Vesberg, il y avait plein de gens formidables sur la série. Voilà. Bah écoute, merci ça en tout cas. c'est bien la chose. Merci à toi. Merci beaucoup. Que nous dirait du coup Saul Goodman pour terminer cette interview? Et ben moi je dirais que la période n'est pas simple. Il y a plein de, il y a des petits nuages un peu inquiétants qui planent au-dessus de nous. Peut-être pas autant que vous voudrez bien le croire, mais en tout cas, ça va être difficile de passer entre les averses, ça c'est certain. Mais Saul Goodman, dans ce cas-là, vous dirait soyez des désespérés optimistes. Voilà. Ok, bon on va essayer.